pour lancer la discussion au sujet de ce partage des informations, de cette collaboration entre radiologues et manipulateurs, mais on va partager les informations ensemble. Laurent Verzeau, qui a été président de la Société française de radiologie et qui en est le président du conseil de surveillance et qui a une longue pratique de la collaboration avec les manipulateurs, collaboration institutionnelle, collaboration administrative. Merci Laurent pour une quinzaine de minutes. Merci, merci Louis. Moi, à mon tour, je voudrais remercier Alain et Marc de m'avoir fait l'amitié de m'inviter. Et puis, dire que ce matin, évidemment, j'aurai une... Et puis les remercier pour la très belle soirée d'hier, qui, dans le contexte, nous a mis du baume au cœur. Ces voix exceptionnelles ont un peu adouci notre peine. C'est avec une particulière émotion que j'interviens ce matin parce que, avec Alain Ramouni, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur la réingénierie du diplôme des manipulateurs. Nous avons co-animé le groupe G4 manipulateurs et c'est vrai ce que tu as dit ce matin, il va vraiment beaucoup nous manquer, mais son esprit d'ouverture va nous nourrir, les débats et va nous nourrir encore longtemps dans la gestion de ces dossiers. Alors, j'ai prévu, j'ai plus la... Je vois ma photo, mais je n'ai plus la... Ah, merci. J'ai prévu de faire une courte introduction, une courte présentation, surtout dans l'objectif d'introduire la table ronde, de façon à ce qu'on ait du temps pour échanger. Alors, la collaboration... on l'a dans nos gènes en radiologie. Il y a très longtemps qu'on sait ce que veut dire collaborer avec nos collègues manipulateurs. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de définitions. Et puis, on est à Nancy aussi, donc on doit faire un peu de provocation. C'est l'esprit de ce symposium. Et je vais titiller peut-être un peu Béatrice, parce qu'à Nancy, il y a eu un moment très fort dans la discussion entre les radiologues et les manipulateurs à propos de la notion de responsabilité, donc on aura le temps d'y revenir. La collaboration et la coopération, c'est le travail en commun à la construction d'une même œuvre. Et nous, notre œuvre, et c'est fondamental, mais je souhaite le rappeler, c'est la prise en charge des patients. C'est ça le cœur de notre métier, et il ne faut pas l'oublier, que ce soit en présentiel ou que ce soit à distance. La collaboration, la coopération, elle est aussi très utile dans la téléradiologie. Et le collaborateur, ça n'est pas un exécutant. Le collaborateur exercer, pardon, je n'avais pas vu. Exercer, je regarde le schéma, le dessin plutôt. Exercer sous l'autorité, c'est différent d'exercer sous la responsabilité. Ça a été ce vaste débat. Et moi, je pense que quand on exerce sous l'autorité de quelqu'un, ça veut dire que quand on fait une faute, on risque une sanction. Et c'est bien pour ça qu'on a défendu cette notion de responsabilité, parce que la responsabilité, de mon point de vue, elle est beaucoup plus protectrice. Et lorsque l'on fait une faute et qu'on exerce sous la responsabilité de quelqu'un avec lequel on coopère, eh bien, on peut être protégé par celui qui est responsable. C'est un point que j'aimerais qu'on discute au moment du débat, parce que je ne suis pas certain que ce soit la perception de la responsabilité de la DGS. On ne peut réussir les coopérations que si l'on est respectueux de chacun de ses rôles. Alors l'historique, on est dans un monde qui évolue très vite, hein. On le voit tous les jours ça s'accélère, tous les jours les données sont de plus en plus nombreuses, on a du mal à gérer parfois nos vies, mais les choses par moments vont finalement assez lentement, puisque l'évolution de ces collaborations date maintenant depuis plus de 15 ans, puisque les premiers rapports du professeur Berland sur la démographie, en 2002-2003,
ont bien montré qu'il était nécessaire de faire évoluer nos pratiques et de faire évoluer nos relations entre professionnels de santé. 2004-2008, donc on ne s'est pas lancé dans cette aventure sans réfléchir, et un premier article de loi de 2004 a permis de mettre en place des expérimentations. Les plus anciens d'entre vous y ont probablement participé, et notamment sur l'échographie et comment on pouvait faire réaliser des examens d'échographie par les manipulateurs. Et puis les conclusions des États généraux de la santé, donc en 2008, vont dans le même sens. Et on s'aperçoit qu'il est nécessaire de modifier les missions des différents professionnels de santé. Alors là, on voit ce terme qui arrive, j'y reviendrai tout à l'heure, et d'avoir nécessairement un partage des rôles dans l'articulation des interventions dans le cadre de nouvelles formes de coopération. Donc ça, c'est le texte. Donc les choses, nous sommes dans un pays aussi qui est administré, les choses ne se font pas n'importe comment et elles se font nécessairement autour de textes de loi qui vont à leur rythme. Mais il y a un moment fort de cette évolution, c'est la loi HPST de 2009, puisqu'elle met en place, dans son article 51, que des professionnels peuvent soumettre à l'Agence régionale de santé des protocoles de coopération donc, qui sont validés par l'Agence régionale de santé. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette loi HPST parce que je pense qu'elle marque un tournant dans l'organisation des soins, puisque pour la première fois, on voit disparaître des textes officiels le mot médecin au profit de professionnels de santé. On voit aussi disparaître le mot acte au profit de mission de soins. Et tout ça, je le dis régulièrement, mais ça me gêne un peu parce que ça crée volontairement du flou dont on n'a pas nécessairement besoin. Je pense que les rôles des uns et des autres sont bien déterminés, que le médecin, dans le Code de santé publique, est le seul qui soit autorisé à attenter à l'intégrité de la personne, et il détient cette possibilité de par sa qualification, et non pas de par ses diplômes ordinaux, et de par ses diplômes universitaires. Donc cette notion de qualification par les pairs est très importante, et il faut être attentif à ce qu'elle soit maintenue, notamment pour éviter les dérives. Et puis en 2010, un guide méthodologique de l'HAS, qui est un excellent document que je vous recommande, et la loi de santé, tout dernièrement, qui introduit cette notion de parcours de soins qu'on évoquait hier, et qui va, elle aussi, montrer la nécessité d'accentuer les coopérations interprofessionnelles. Qui est concerné? Vous voyez, beaucoup de professions sont concernées, et la coopération interprofessionnelle ne doit pas s'entendre entre seulement les manipulateurs radio et les médecins. Et ça, Alain y était très attaché, à cette notion qu'il faut réfléchir, il faut être en capacité de réfléchir à des coopérations entre différents professionnels. Ça peut être les manipulateurs et les médecins, bien sûr, mais ça peut être les manipulateurs et les pharmaciens ou les préparateurs en pharmacie, par exemple, dans le cadre de la préparation des éléments pour la scintigraphie. Alors, comment réussir? Je pense qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux. Ce n'est pas un texte de loi qui nous permet de réussir, c'est le projet médical. J'ai parlé de téléradiologie tout à l'heure, c'est la même chose. Ce n'est pas la mise en place d'un outil technique qui va nous permettre de réussir des projets de téléradiologie, ils échouent tous. La première chose pour réussir, c'est d'avoir un projet médical d'organisation au service de la prise en charge du patient. Suivre les étapes du guide de l'HAS, oui, c'est simple, il a le mérite d'exister, il est téléchargeable, prenez-le, lisez-le, et ça va vous faciliter les choses. Un point sur lequel il faut insister, c'est la notion de volontariat. Toutes ces coopérations ne sont basées que sur le volontariat. Un directeur d'établissement ne peut pas imposer à des médecins ou à des paramédicaux une collaboration, un protocole de collaboration.
ils doivent reposer sur leur volontariat. Les mots-clés de la réussite. Le volontariat, je viens de le dire. La compétence, ça a été un vaste débat, puisque en 2002-2003, on parlait de transfert de compétences, qui a été transformé en délégation de tâches. La compétence, ça ne se transfère pas, ça s'acquiert. Donc, derrière la compétence, il y a évidemment la formation initiale et la formation continue des intervenants, qu'ils soient médecins ou manipulateurs. La confiance, c'est un mot essentiel. La confiance, c'est pareil, ça ne se décrète pas, ça s'acquiert et ça s'entretient. Ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain et ça s'entretient tous les jours. C'est comme dans les couples. Et c'est aussi comme la notoriété. C'est long à acquérir et ça se perd rapidement. Et quand la confiance est rompue, pour la renouveler, ça prend du temps. Donc c'est un bien précieux sur lequel il faut être très attentif. L'autonomie, bien sûr, à partir du moment où il y a une délégation de compétences, il y a une délégation de tâches et un transfert d'actes, il y a nécessairement une part plus importante d'autonomie qu'il faut accepter et respecter. Il faut avoir un respect mutuel, je l'ai dit, et un respect aussi des procédures, parce qu'on ne peut pas... c'est essentiel à la confiance. La confiance, elle est liée au respect des procédures. Et puis la responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est important, et tout cela se fait, de mon point de vue, sous la responsabilité de celui qui organise le projet médical et qui en a la responsabilité. Et après, il y a bien évidemment des actes techniques, mais on l'a vu et on le verra dans le parcours de soins, les besoins nouveaux arrivent et sont de plus en plus nombreux. Il y a des situations nouvelles. Il y a la préparation, évidemment, à la radiologie interventionnelle, on l'a vu. La prise en charge, demain, peut-être qu'on aura des modifications de la tarification, avec une tarification au parcours de soins. Ça va créer des situations nouvelles et des besoins nouveaux. Et j'en vois un sur lequel je voudrais commencer le débat, c'est celui des comptes rendus. On l'a évoqué hier, la mise à disposition de comptes rendus sur des plateformes d'accès par Internet, ou le fait que les radiologues ne voient plus les patients ou ne remettent pas le compte-rendu ou n'expliquent pas le compte-rendu, sont des situations qui sont potentiellement catastrophiques, extrêmement violentes pour le patient. Et je pense, et on en pourra en discuter, qu'il y a une place possible à occuper pour les manipulateurs dans la remise, dans la traduction du compte-rendu vers le patient. Comme il y a des infirmières d'annonce, je pense qu'il y a une place pour les manipulateurs d'annonce ou manipulateurs de remise des comptes rendus aux patients. Je vous remercie.